Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Assemblée publique virtuelle. Ensemble, nous bâtissons. Grâce à vos commentaires, le nouvel hôpital de soins actifs Windsor-Essex commence à prendre forme et nous sommes ravis de pouvoir vous présenter ce soir une mise à jour sur le projet. Je m'appelle Paul Lachance et je suis membre du conseil d'administration de l'hôpital régional de Windsor et du comité sur les services en français. Je serai aussi le modérateur de cette conversation. Avant de commencer, nous tenons à souligner que l'hôpital régional de Windsor ainsi que le site de construction du nouvel hôpital se trouvent sur le territoire ancestral, traditionnel et contemporain des Nisui-Mishko-Dewan, Anishinaabe, également appelée la Confédération des Trois Feux, formée des nations Ojibwe, Odawa et Potawatomi. Nous honorons ces terres et les eaux environnantes qui nous nourrissent et nous nous engageons à les protéger et à les restaurer en cas de dégradation environnementale. Au nom de toute l'équipe de gestion du projet, de gestion de projet qui coordonne la planification du nouvel hôpital, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se joignent à nous par Zoom. Ce soir, vous aurez l'occasion de rencontrer des membres de l'équipe de planification, y compris l'un des architectes responsables de la conception du nouvel hôpital. Vous pourrez aussi avoir l'occasion d'en apprendre davantage sur le travail qu'ils accomplissent, de voir une première ébauche de dessin du nouvel hôpital et de poser des questions. La période de questions se tiendra à la fin de la présentation de la soirée, mais n'hésitez pas à poster une question à tout moment. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Q&R ou, si vous avez une version anglaise du logiciel, Q&A, qui est au bas de l'écran, et entrez votre question. Nous ferons notre possible pour répondre aux questions. Et puis, si nous ne pouvons pas le faire, nous nous promettons de vous répondre par courriel à la suite de cette soirée. Veuillez noter que l'objectif de cette assemblée publique est de vous expliquer comment nous avons intégré vos commentaires et vos idées dans l'élaboration des plans du nouvel hôpital. Cela inclut tout ce qui a trait à l'aspect physique du bâtiment, notamment son emplacement sur le terrain, la position des différents services au sein du bâtiment, ainsi que les éléments de conception intégrés au plan. Afin de garder le cap et de maintenir le rythme de la conversation, veuillez poser des questions en lien avec ce sujet. Après notre conversation de ce soir, nous vous invitons aussi à visiter notre site web à windsorhospitals.ca où vous pourrez poser d'autres questions et en apprendre davantage sur le projet. J'ai le plaisir de vous présenter nos invités ce soir. Premièrement, Madame Nicole Krivionik, directrice des soins intensifs et de cardiologie. Bonsoir, Nicole. Monsieur Steve Irwin, directeur des communications et des affaires publiques. Bonsoir, Steve. Monsieur Dan Montano, chef concepteur des caractéristiques fonctionnelles chez Stantec. Bonsoir Dan. tout le monde. Bonsoir tout le monde. Nous avons aussi quelques membres de l'équipe de gestion du projet, soit le Dr Andrew Petrakos, directeur de la planification des services cliniques du nouvel hôpital, Monsieur Jeff Gemmell, directeur de la planification des services d'aide, et Madame Allison Johnson, directrice des communications et de la mobilisation de la collectivité. Bonsoir. Nous vous remercions toutes et tous d'être des nôtres ce soir. La planification du nouvel hôpital progresse à un rythme soutenu depuis 1 an et demi. Le travail de la phase actuelle a commencé après une visite du premier ministre Doug Ford en octobre 2021 et une annonce de financement de sa part.
Une équipe de gestion de projet a été formée pour mener la planification. De plus, 40 groupes d'utilisateurs représentant tous les programmes et services de l'hôpital ont commencé à travailler sur le projet. Vous savez, construire un nouvel hôpital, c'est un défi de taille. Tout au long du processus, ces groupes, composés d'employés de l'hôpital, de membres du personnel professionnel et de représentants de la communauté, ont travaillé avec des consultants experts en planification et tout en s'appuyant sur les commentaires de leurs collègues et de la communauté. Au cours de cette phase de planification, la communauté a été invitée à visiter le site web de mobilisation du projet où elle pouvait partager ses idées et poser des questions, assister à l'une des 11 assemblées publiques virtuelles pour rencontrer les membres des équipes de planification, à poser des questions et à faire part de leurs priorités quant au nouvel hôpital, et ce, par le biais de sondages. Vos commentaires et vos rétroactions nous ont aidés à établir une vision et un ensemble de principes de conception pour le projet. Ces principes directeurs, que vous voyez maintenant à l'écran présentement, sont partagés avec chaque équipe au début de chaque séance de travail afin de guider la prise de décision tout au long du processus. Ces principes nous rappellent constamment que le nouvel hôpital de soins actifs Windsor-Essex est planifié et bâti pour et avec la communauté. En septembre 2022, à l'issue d'un processus concurrentiel d'appel d'offres, l'hôpital régional de Windsor a choisi Stantec Architecture comme équipe d'architectes et d'ingénieurs chargés de la planification, de la conception et du contrôle de la conformité du projet. Depuis, l'équipe de Stantec travaille avec les groupes d'utilisateurs représentant tous les programmes et services de l'hôpital afin d'élaborer des schémas fonctionnels et un plan du campus du nouvel hôpital. Je vais maintenant laisser la parole à M. Dan Muntanou pour qu'il nous donne plus de détails sur ce travail et nous donner aussi un aperçu des ébauches des dessins du nouvel hôpital. À toi la parole, Dan. Merci, Paul. Voilà, est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui, D'accord. très bien. Je vais partager avec vous mon plaisir de m'adresser en français ce soir. Je n'ai pas souvent l'occasion de l'utiliser dans mon milieu de travail, donc quelle belle occasion. Ensuite, je vais dire que notre équipe chez Stantec est très heureuse de pouvoir continuer à travailler pour l'hôpital de Windsor, puisqu'on a commencé quelques années auparavant déjà. Et on aimerait vraiment continuer et partager ce chemin ensemble avec vous jusqu'à la finalisation. Donc, ayons un regard sur l'agenda. On va commencer par l'introduction et objectifs. Ensuite, on va regarder le plan du campus. Et à la fin, le schéma fonctionnel et organigramme vertical. Voilà une image avec les membres, seulement les membres de l'équipe architecturale. Je suis juste un de l'équipe. Derrière, il y a bien sûr des ingénieurs du bâtiment et du site et d'autres consultants, une bonne vingtaine de personnes. Les plus âgés des membres de cette équipe ont déjà chacun des dizaines d'années d'expérience dans la conception des hôpitaux. On est spécialisé dans ce domaine. Quels sont les objectifs? On voudrait d'abord partager avec vous le plan masse avec les principaux flux et points d'accès. Qu'est-ce que c'est un plan masse? C'est une représentation graphique aérienne d'un terrain permettant de visualiser l'ensemble d'un projet incluant bâtiments, rues, paysages et autres éléments majeurs. On peut l'appeler aussi plan du site ou de campus.
Et ensuite, on va voir le schéma fonctionnel de principe et l'organigramme vertical. Un schéma fonctionnel est une représentation visuelle simplifiée d'un bâtiment complexe utilisant des blocs en couleur, des flèches et des lignes interconnectées. Il s'agit vraiment d'une première tentative d'organisation des différents départements composants au sein d'un volume logique structuré suivant des proximités qui sont logiques et basées sur un flux processus fonctionnel. Je vais dire ici que notre équipe a commencé à travailler sur ce projet il y a déjà des mois, en octobre 2022. On a rencontré les groupes d'usagers pour chaque département 3 fois déjà. On a eu 3 sessions et le résultat qu'on va vous présenter ce soir reflète vraiment les désirs et les instructions qu'on a reçues pendant ces séances. Il faut ensuite souligner le fait que c'est encore un très précoce stade du projet. Donc, les graphismes sont uniquement illustratifs et elles évolueront avec le développement du design. Le plan du campus. Une belle image en vol d'oiseau. Le site, comme probablement vous le savez, est situé au sud-est de la ville de Windsor, tout au long de la 42e rue du Comté, à l'intersection de la route de la 9e concession. Le terrain est plat, il n'y a pas de caractéristiques, ce qui fait vraiment notre affaire parce que on est vraiment libre de pouvoir choisir le meilleur emplacement du bâtiment, la meilleure orientation. Donc, la flexibilité est vraiment là. Il y a beaucoup d'autres opportunités. Quelques vues du niveau de la route. Vraiment, c'est plate, rien de spécial à signaler. Quand même, il y a un kiosque de vente de maïs au coin, à l'intersection principale, qui semble être assez populaire et qu'on va essayer de maintenir sous une autre forme dans le projet à venir. L'analyse du site, toujours on commence par essayer de trouver les meilleures opportunités qu'offre un site. Dans ce cas-ci, on a 2 routes adjacentes du site, ce qui est très bien, très important parce qu'on peut avoir plusieurs points d'accès au site. Au nord, la route principale, qui va être la principale route d'approche du site, déjà impose un accès principal des patients à partir de la 42e rue du Comté. Donc, on peut déjà imaginer le bloc principal de l'hôpital, le diagnostic et soins intensifs, être parallèle ou orienté par rapport à cette route. Il y a ensuite l'orientation par rapport au soleil. Le sud est vraiment très important et on va essayer de localiser les lits d'hôpital vers le sud pour pouvoir pleinement bénéficier des bénéfices de la lumière naturelle et d'un milieu plus calme. Il y a d'autres éléments d'opportunité, donc on va essayer d'amener les ambulances dans un coin plus reculé du site pour ne pas intersecter les autres trafics. Il y a aussi une possibilité d'amener les services par l'arrière. Du point de vue du concept, on peut partager le site en 4 carreaux. Un carreau qui est tout proche de l'intersection et qui est en face de la 42e route du Comté. C'est le carreau public avec tous les accès publics au bâtiment. À droite, vers l'est, c'est la zone des urgences avec l'accès des patients
au service des urgences, mais aussi des ambulances et la location de l'héliport. Un coin plus reculé et plus discret, la zone de service va avoir la cour de service et le bâtiment de la centrale thermique. Et finalement, la quatrième zone qu'on va réserver pour une stratégie d'expansion future. Et voilà le résultat un peu plus figuratif, disons, de nos études. On peut déjà reconnaître au centre de l'image un bloc plus important au nord. Donc, c'est le bloc de diagnostic et soins intensifs. Ça inclut tous les départements de l'hôpital, sauf les lits d'hôpital qui sont placés dans cette tour d'hospitalisation qui a une forme un peu en étoile pour pouvoir bénéficier à toutes les chambres la lumière naturelle et l'accès aux vues paysagères au sud. Ensuite, on va regarder l'accès à partir des routes. Comme on l'a dit déjà, l'accès central à partir de la 42e route qui amène le public et les patients à l'entrée principale ici. Il y a un autre accès des ambulances du côté droit. Ça facilite l'accès des ambulances sans avoir à négocier ou à partager le trafic avec d'autres flux. Du côté gauche, on a l'accès en principal des services oncologiques et du personnel. Et tout en bas, un accès de service pour les camions qui vont aller jusqu'à la cour de service. On peut déjà apercevoir des zones de stationnement. La partie nord et du côté est est principalement réservée au public puisque les entrées publiques du bâtiment sont plutôt orientées vers le nord, tandis qu'au sud, on a des espaces de stationnement pour le personnel. À ce point-ci, on étudie la possibilité d'avoir un garage public, enfin un garage sur plusieurs niveaux. Le garage a certainement des bénéfices. Parmi ceux-ci sont un accès plus direct à l'hôpital pour un plus grand nombre d'usagers. Ensuite, on va libérer l'espace au sol pour permettre des développements des espaces verts et d'espaces paysagers, et aussi avoir de l'espace pour des futurs développements ou des développements associés. Si on regarde un peu plus près du bâtiment, on peut apercevoir déjà des idées ou des esquisses des espaces paysagers réservés aux certains départements ou zones de l'hôpital. Ça va se développer. On va entrer dans plus de détails dans une image suivante. Donc, c'est ça le plan masse. Si quelqu'un de mes collègues veut rajouter quelque chose, on va passer. Je vais faire une pause. Sinon, on va passer au schéma fonctionnel. Ouais, oui, Paul? Oui, je pense que tout est beau. On peut passer au schéma D'accord, fonctionnel. c'est bien. Et puis, si tu me permets, je vais juste rappeler à toutes les personnes qui sont en ligne, sentez-vous à l'aise d'écrire vos questions en utilisant la fonction QR de Zoom. Et puis, on pourra ensuite s'attarder à les répondre ou à préparer les réponses pour la séance de questions et de réponses qui suivra les présentations ce soir. Merci, D'accord. Dan. Je te laisse la parole. Oui. Bon. Le schéma fonctionnel, c'est quoi? C'est des plans de niveau très simplifiés qui montrent des taches de couleur qui représentent en fait chacun un département, un composant de l'hôpital. On commence tout en bas avec le sous-sol. On reconnaît
périmètre de la masse du bâtiment, mais le sous-sol est occupé juste sur une partie limitée. Déjà, on peut reconnaître la gestion du matériel qui est en directe relation avec le quai de chargement, naturellement. Un peu plus au nord, la stérilisation du matériel médical qui est connecté par des ascenseurs avec les services chirurgicaux en haut, quelques niveaux en haut. À gauche, une cuisine pour tout l'hôpital, génie biomédical et d'autres espaces, soit mécaniques, soit de support pour l'hôpital. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que les couleurs que vous voyez signifient. Donc, le vert, c'est la circulation du public. S'il y a des lignes, c'est des corridors, une circulation horizontale. S'il y a des carreaux comme ça représente des ascenseurs. Donc, le vert, c'est des ascenseurs publics. Le rouge et le jaune, c'est la circulation de services du personnel. Passons au rez-de-chaussée qui est montré ici avec le contexte extérieur. Donc, l'entrée principale est ici, on se trouve directement au cœur de l'hôpital quand on entre. On va faire le tour de tous les accès au bâtiment. Si on va sur la droite, on a l'accès des urgences, des patients aux urgences. Un peu plus bas, c'est l'accès des ambulances au service des urgences. Le héliport n'est pas loin. Un peu plus bas, l'accès le point de transfert pour des patients qui arrivent ou qui sont transportés dans d'autres endroits. On va aller tout autour de la centrale thermique, la cour de service qui bien sûr est connectée au sous-sol avec les espaces de support. On va aller tout autour de la tour d'hospitalisation sur sa gauche où il y a d'abord un espace, un accès public pour les gens qui vont monter dans la tour d'hospitalisation pour voir les patients. Il y a aussi un accès pour le personnel. Si on revient sur la gauche, on a un accès pour le transfert des patients de services oncologiques et en haut, l'accès des services oncologiques ambulatoires pour les patients à partir d'un parking de ce côté-ci. Et on va bien sûr fermer le tour par la salle de conférence, un auditorium qui fait partie des espaces du programme de l'éducation qui peut avoir un accès direct pour pouvoir être utilisé en dehors des heures de fonctionnement de l'hôpital. Je vais vous montrer ici une forme un peu ronde qui est le service des peuples indigènes. On a aussi réservé un espace pour un jardin thérapeutique pour ce programme. On va maintenant aller entrer dans le bâtiment au rez-de-chaussée. Encore, donc, on entre par l'entrée principale. Tout de suite, il y a des ascenseurs publics qui mènent vers les étages supérieurs. Et il y a un lobby, un hall central qui est bordé à gauche et à droite par des espaces publics. En fin de route, il y a encore des ascenseurs publics qui servent la tour d'hospitalisation. Du côté droit du bâtiment, on a le service des urgences, les diagnostics qui servent directement le service des urgences, ensuite des cliniques ambulatoires, tandis que du côté gauche, on a le centre ambulatoire oncologique. On va monter à l'étage, deuxième niveau. Du côté droit, imagerie diagnostique, ça c'est la plus grande partie du département, bien sûr. Il y a encore le service cardio-respiratoire tout à fait central. Du côté gauche, la pharmacie et
le deuxième étage du centre thérapeutique d'oncologie. On a aussi des espaces de l'administration de l'hôpital au nord, placés au même niveau. Dans la tour d'hospitalisation, on a des unités séparées avec des chambres d'hôpital. Il n'y a que deux chambres avec un seul lit, il faut le dire dès le début. Il n'y a pas plusieurs lits, 2, 3 ou plusieurs dans une chambre. Je vais justement vous attirer l'attention vers ce centre ici. C'est une coupe dans les étages, donc on essaye d'amener la lumière naturelle par une verrière dans le niveau 5. On espère la lumière d'arriver jusqu'en bas dans le hall central. Il y a aussi d'autres coupes dans la plateforme de chaque étage. Pour les mêmes raisons, on essaie d'amener de la lumière naturelle puisque ça, c'est un grand bâtiment et ça aide beaucoup avec l'orientation et la qualité de vie de ses occupants. Et niveau 3, c'est le niveau de la chirurgie générale, de la chirurgie cardiaque et bien sûr des procédures ambulatoires. Et du côté gauche, on a un laboratoire qui sert tout l'hôpital, tandis qu'au sud, on a l'unité de soins critiques. On a placé sur cet étage l'unité de soins critiques pour avoir un accès direct au bloc opératoire si besoin. Donc, on n'a pas besoin de prendre un ascenseur en urgence, en cas d'urgence. Il y a aussi des espaces qu'on réserve ici pour une future autre unité des soins critiques. Niveau 4, tout à fait réservé aux nouveau-nés et aux enfants, vraiment. Donc, on a la maternité du côté droit, avec des chambres de naissance tout autour de ces cours de lumière et avec un centre opératoire central. Donc, en cas de césarienne, il n'est pas besoin d'aller à un niveau plus bas. Tout est prévu sur place. Du côté gauche, on a le service pédiatrique, soit interne, soit ambulatoire. Et pour vraiment séparer complètement cet étage pour des raisons de sécurité, bien sûr, avec les nouveau-nés, on a réservé la tour d'hospitalisation sur ce niveau 4 pour l'espace mécanique, pour les services de ventilation, et ainsi de suite. Encore un niveau plus haut, niveau 5. On revient maintenant au niveau régulier de lit d'hôpital. Et dans le bloc nord, on a l'espace mécanique et une unité satellite de dialyse. Pardon? Et encore plus haut, niveau 6 jusqu'au niveau 8, niveau 9, on continue avec des lits d'hôpital. Et bien sûr, tout bâtiment complexe comme cet hôpital ne peut pas être conçu sans penser à une expansion future. Donc, la stratégie qu'on envisage à ce moment-ci, c'est de construire quelques expansions, que ce soit pour les deux blocs sur le côté ouest au sol. Donc, on va réserver dans le plan du campus un espace des deux côtés pour pouvoir, dans le futur, rajouter du bâtiment. Et une dernière image avec l'organigramme vertical, c'est vraiment une section, une coupe dans la masse du bâtiment très, très simplifiée, mais qui indique quand même le nombre de niveaux pour chaque bâtiment. On reconnaît ici le bâtiment diagnostic et soins intensifs. Donc, la coupe est faite à partir du nord à gauche vers le sud. Donc, du côté droit, c'est la tour d'hospitalisation
avec une représentation symbolique des principaux départements sur chaque niveau. Et avec ça, ma présentation prend fin. Je vais céder le microphone. Merci. Oui, merci énormément, Dan. Oui, Nicole. Il y avait une question à propos de parking que je voulais juste est-ce qu'on peut remontrer le schéma Oui, sur bien sûr. le premier design sur l'extérieur? Tout à fait. Voilà. Si je crois bien, Nicole, c'était au sujet du nombre de places, entre autres? Oui, je vais juste montrer ici. Oui, ici. Oh. Ce plan montre 3100. Oui, c'est 3100 places de stationnement. Oui, mais je voulais juste dire aussi que maintenant, nous avons seulement 1900 places de stationnement et nous effectuerons une enquête sur le stationnement pour nous assurer que nos numéros proposés finaux répondent aux demandes actuelles et futures. Donc, je voulais juste donner une addition. Oui. Merci énormément, Nicole. Oui, je suis de près la section des questions et réponses et je vois énormément de questions, dont celles qui touchaient le stationnement. Donc oui, on va avoir plus d'espace de stationnement dans les dessins que Dan vient de nous présenter, mais évidemment, il y a une étude qui doit suivre. Puis je pense que je vous invite toujours à continuer à écrire vos questions dans la section de questions et réponses. On fait tout notre possible pour vous répondre maintenant, puis on reviendra à ces questions à la fin. Mais je pense qu'il est important de dire là, et de noter que les dessins que Dan vient tout juste de nous présenter ce soir ne sont que des ébauches. Premièrement, les groupes d'utilisateurs peuvent toujours apporter des modifications avant de les soumettre au ministère de la Santé en avril. De plus, les plans pourront encore changer après l'approbation finale du ministère. Dans le cadre de notre engagement envers la transparence, nous voulions tout de même profiter de l'occasion ce soir pour vous montrer les plans préliminaires. Ce soir, nous poursuivons notre conversation et nous discuterons de la façon dont vos commentaires et suggestions ont été intégrés au plan que Dan vient tout juste de nous montrer. Commençons par un des services les plus fréquentés de l'hôpital. Écoutons, si vous voulez bien, ensemble, la présentation de Jennifer Cameron, directrice du service de chirurgie ambulatoire. Hi, my name is Jennifer Cameron. Bonjour, je m'appelle Jennifer Cameron et je suis la directrice du service de chirurgie ambulatoire de l'hôpital régional de Windsor. Les programmes que je supervise aident à préparer les patients à la chirurgie et à se rétablir après l'opération. Il s'agit de la clinique des fractures, de la clinique des brûlures et de chirurgie plastique, de l'évaluation neurologique urgente et de la préadmission. Se déplacer pour nos patients est parfois un véritable défi. Nos consultations externes seront situées près de l'entrée principale de l'hôpital, et la clinique des fractures, par exemple, sera située à proximité de l'imagerie diagnostique, une grande amélioration par rapport à la situation actuelle. Nous voulons que les espaces cliniques soient facilement accessibles aux patients qui arrivent en civière ou en fauteuil roulant ou accompagnés de leur famille. Nous voulons que ces chambres soient privées et spacieuses afin que les patients puissent recevoir leur traitement dans les chambres et ne soient pas obligés de se déplacer d'une zone à l'autre et que les traitements viennent à eux. J'espère que lorsque les patients viendront dans le nouvel hôpital, ils se sentiront bien accueillis, que leur expérience sera positive et qu'ils pourront constater que nous avons pris leurs commentaires à cœur. Nous avons écouté et nous avons essayé de construire un espace qui reflète les choses qu'ils nous ont dites.
Merci. Il s'agissait de Jennifer Cameron, directrice du service de chirurgie ambulatoire. Maintenant, passons à l'autre grand service. C'est les unités d'hospitalisation sont un autre domaine où nous verrons de grands changements pour les patients et les visiteurs du nouvel hôpital. Le docteur Ian Mazzetti va parler de ce à quoi les patients peuvent s'attendre dans le nouvel hôpital. Hello, I'm Dr. Ian Mazzetti. Bonjour, je suis le docteur Ian Mazzetti. Je suis le chef du département de médecine. Je travaille comme intensiviste et comme spécialiste en médecine interne. Et je fais également partie du comité de planification pour les patients hospitalisés pour le nouvel hôpital de soins intensifs. Nous voulons que la géographie de l'hôpital, l'aménagement du nouveau lieu offre une expérience de pointe, confortable, personnalisée, dont Windsor Régional peut être fier et qui sera peut-être pas aussi inconfortable que peut l'être parfois une maladie médicale aiguë. Certaines des choses que vous remarquerez dans le nouvel établissement de soins intensifs sont que toutes les chambres sont privées, de grandes fenêtres permettent au soleil d'entrer, à l'écart de l'agitation du poste de soins, un endroit privé où votre famille peut rester. Tous ces éléments constitueront des améliorations massives par rapport à ce que nous avons actuellement dans nos installations. Et l'une des choses que vous remarquerez à coup sûr, c'est que les concepteurs se sont intéressés à l'utilisation de la lumière naturelle. J'ai vu des vues aériennes des bâtiments et ils ont tenu compte de là où le soleil se lève et se couche. Ils ont pris en considération la configuration des vents. De nombreux détails ont été apportés à la conception de cet hôtel sur le site existant. Nous faisons tout notre possible en votre nom pour faire de cet hôpital un lieu dont on peut être fier, non seulement en tant que personne qui y travaille, mais aussi parce que nos familles vont l'utiliser, parce que nos amis sont impliqués. Vous savez, nous devons tous passer par l'expérience des soins de santé. Comme le disait le docteur Mazzetti, toutes les chambres des patients pourront être privées. C'est un élément qui aurait pu faire une grande différence au cours des 3 dernières années de la pandémie de COVID-19. Nous avons eu de la difficulté à prendre soin de tout le monde dans un établissement qui ne répondait pas aux normes modernes de contrôle des infections. De plus, la communauté nous a dit qu'elle souhaitait que le nouvel hôpital soit construit pour faire face à de futures pandémies. Nicole, pouvez-vous nous parler de ce qui a été intégré au nouvel hôpital afin de prévenir la propagation des maladies infectieuses et des virus comme la COVID-19? Merci, Paul. Excusez-moi. Certains des défis auxquels nous avons été confrontés au cours des 3 dernières années face à un virus respiratoire tel que le virus de COVID sont le manque de chambres privées et l'espace insuffisant dans les chambres à plusieurs lits pour permettre une séparation de 2 mètres. Cette situation changera dans le nouvel hôpital. Chaque zone et chaque service respectera ou dépassera les meilleures pratiques et les normes de Santé Canada en matière de contrôle et de prévention des infections. Toutes les chambres des patients auront la possibilité d'être privées. Chaque patient aura sa propre salle de toilette ainsi que beaucoup plus d'espace pour les visiteurs et l'équipe de soins. Les chambres seront plus grandes afin de rendre possible la séparation physique au besoin. Des chambres d'isolement aéroportées privées avec des antichambres seront situées dans toutes les zones cliniques. Pour nos patients nécessitant des précautions supplémentaires pour les maladies aéroportées, qu'il s'agisse d'un nouveau virus
ou de toute autre maladie plus courante telle que la tuberculose, la rougeole ou la varicelle. Les couloirs et les ascenseurs servant au transport d'équipements, de matériel, des déchets et des litres sales seront distincts et ceux utilisés par les patients et les visiteurs. Oh, excusez-moi. Ils vont être distincts de les ascenseurs et élévateurs que va utiliser par les patients et les visiteurs. Excusez-moi. Ainsi, nous éviterons la contamination croisée. Une surveillance centrale et locale de chauffage, de la ventilation et de la climatisation sera assurée dans toutes les pièces. Merci beaucoup, Nicole. Comme nous avons pu constater sur les dessins de Stantec, tous les services de la naissance à la pédiatrie seront offerts sur le même étage. Il s'agit de quelque chose que la collectivité a réclamé haut et fort. Écoutons maintenant ce que d'autres membres de l'équipe de planification ont à nous dire au sujet de la conception de ces zones. Commençons par Devin Lansbury, responsable du Centre familial des naissances. I'm Devin Lansbury. Je suis Devin Lansbury. Je suis le responsable du programme pour le Centre familial des naissances. Ici, au Centre familial des naissances, nous fournissons l'histoire du bébé. Donc, nos patientes viennent, elles peuvent être suivies pendant leur grossesse, leur travail et leur accouchement. Là, nous nous occupons d'elles après l'accouchement, puis nous assurons un suivi après leur retour à la maison pour nous assurer que tout se passe bien. Nous prenons chaque étape au sérieux et nous aimons examiner ce que nous avons fait de bien jusqu'à présent et ce que nous pouvons améliorer et rassembler nos équipes pour créer le meilleur centre familial des naissances possible pour notre communauté. En commençant par le triage obstétrical où les patientes sont vues pour la première fois, nous allons nous appuyer sur ce que nous faisons actuellement et nous allons avoir des salles privées pour que les patientes aient un espace intime et confidentiel lorsqu'elles viennent pour être évaluées par l'équipe d'infirmières et de médecins. Puis, on passe aux salles de travail et d'accouchement et aux salles postpartum. Encore une fois, des chambres privées où il y a de la place pour accueillir un conjoint ou un proche, de la place où transférer nos bébés après l'accouchement et de la place pour rester depuis l'admission à l'accouchement jusqu'à la sortie de l'hôpital. Nous voulons nous assurer que vous disposez de tout le confort que vous auriez dans votre propre maison. Il s'agit donc de mettre à la disposition des familles des coins cuisine avec de l'eau, de la glace et des réfrigérateurs pour qu'elles puissent apporter leur propre nourriture. Malheureusement, l'un des événements qui peuvent se produire dans le cadre de l'accouchement, c'est la perte de l'enfant. Nos patientes nous ont dit qu'au niveau du respect de la vie privée et la confidentialité offerte aux familles, nous avions de quoi nous améliorer et c'est l'une des choses que nous prenons vraiment le temps d'examiner lors de la construction et du développement de ce nouvel hôpital. S'assurer que nous prenons le temps de créer un espace où ces familles peuvent faire leur deuil correctement. Merci, Devon. Maintenant, passons au Dr Sajid Augustine. Il est le chef du service de pédiatrie de l'unité de soins intensifs néonatales. Selon lui, il est important que l'unité de soins intensifs néonatales soit située à proximité des salles d'accouchement, de sorte qu'en cas de problème, l'aide soit proche. Dans la vidéo suivante, il parle plus en détail de la conception de l'unité des soins intensifs néonatales et de la pédiatrie. Hello, my name is Dr. Sajid Augustine. Bonjour, mon nom est Dr. Sajid Augustine. Je suis le chef de la pédiatrie et le directeur médical des services de soins intensifs.
Nous proposons une large gamme de services allant de la prise en charge des bébés les plus jeunes et les plus libres à celle des enfants jusqu'à l'âge de 17 ans. Les objectifs principaux sont de limiter le stress et d'offrir un environnement sûr aux familles. Nous avons demandé aux membres de notre communauté de partager leurs priorités et beaucoup ont dit qu'ils voulaient des chambres individuelles, ce qui a été intégré dans la conception du nouvel hôpital. Donc, chaque bébé aura sa propre chambre individuelle. C'est un grand changement par rapport à notre unité de soins intensifs néonatale actuelle où les bébés partagent des chambres. L'une des choses dont nous nous sommes assurés est d'avoir le centre d'accouchement familial, l'unité de soins intensifs néonatale et l'unité d'hospitalisation pédiatrique sur le même étage. C'est logique pour les familles, car elles voient tous les prestataires au même étage. L'accès est facile et il y a un flux naturel. J'espère que dans le nouvel hôpital, les familles et les enfants obtiendront les meilleurs résultats dans un établissement ultramoderne. Merci, Dr. Augustine. Nous avons souvent entendu, et ça tout au long de nos conversations, que cet hôpital, ce nouvel hôpital, allait être grand. Certains l'ont même qualifié de méga-hôpital. Un des plus grands défis à surmonter pour les architectes était de trouver des moyens de prendre presque 2 millions de pieds carrés de services hospitaliers et de les regrouper de manière à minimiser les distances à parcourir pour les visiteurs et le personnel. Nicole, comment l'équipe de planification s'y est-elle prise pour y arriver? Oh, excusez-moi. Merci encore, Paul. Nous avons passé beaucoup de temps à examiner les parcours et les flux des patients et du personnel de l'hôpital. Nous avons examiné quels programmes et services doivent être côte à côte ou empliés les uns sur les autres pour un accès rapide. En fait, dans les premières versions des dessins, le couloir principal s'étendait sur une longueur d'un terrain de football. À une extrémité se trouvait l'entrée principale et à l'autre, l'ascenseur vers les unités de soins et aux patients hospitalisés. Ce n'était pas acceptable à nos yeux puisque ce n'était pas à l'auteur de nos principes de conception et nous voulions pas que ces visiteurs allant à parcourir de cette distance pour visiter un proche. En travaillant avec Stantec, nous avons réduit considérablement la distance. Nous avons également ajouté une entrée à l'arrière du bâtiment afin que les gens puissent accéder aux unités de l'hospitalisation à partir des stationnements à l'avant ou à l'arrière du bâtiment. Nous savons que ce n'est pas possible partout, mais selon les normes, il devrait y avoir des aires et avec place aussi tous les 30 mètres pour que les gens puissent s'arrêter au besoin. Nous envisageons également une stratégie de stationnement qui comprend un garage de stationnement et un stationnement autour de bâtiments à différents endroits. En bout de ligne, c'est un grand bâtiment, mais personne ne devrait jamais avoir à marcher d'un bout à l'autre lorsqu'il trouve dans l'établissement. Selon la raison de sa visite, chaque personne se stationnera à un endroit stratégique près de l'entrée qu'elle doit utiliser. Notre objectif de planification est que tout ce dont vous avez besoin soit situé à proximité. Par exemple, si vous rendrez à la clinique de fracture, vous vous stationnez près de l'avant du bâtiment et la clinique serait tout près de l'entrée. Si une radiographie est nécessaire, ce service se trouvera juste à côté. Si vous avez faim,
vous trouvez la cafétéria à l'autre côté du couloir. Enfin, si vous devez aller chercher des médicaments, avant de partir, vous passerez la pharmacie qui se trouve dans le couloir principal. Merci beaucoup, Nicole. Les deux plus grandes zones de l'hôpital seront occupées par le service des urgences et le centre de cancérologie. Il est actuellement prévu qu'il soit situé au rez-de-chaussée de l'hôpital. Écoutons maintenant la Dr Ninkovic, chef des services d'urgence, qui nous informera davantage sur le travail accompli par ce groupe d'utilisateurs. My name is Dr. Snezhna Ninkovic. Je m'appelle Dr. Snezhna Ninkovic et je suis chef des services d'urgence de l'hôpital régional de Windsor. Notre priorité, c'est de concevoir un service d'urgence qui nous permet de fournir d'excellents soins aux patients là où se trouvent nos services, accessibles aux personnes qui arrivent aux urgences, et que ce soit pratique pour nos patients pendant leur séjour à l'hôpital. Nous aurons 2 sites au centre-ville, un service de soins d'urgence générique, ainsi qu'un service d'urgence ultramoderne. Nous sommes convaincus que ces 2 installations seront en mesure de répondre aux besoins de notre communauté en matière de soins de santé de pointe. Les 2 sites seront dotés de médecine urgentiste qualifiée, ce qui offrira aux patients un large éventail d'options en matière de soins. Nos patients nous ont dit qu'ils souhaitaient ne pas avoir à parcourir de longues distances pour accéder au service. Par conséquent, notre service d'urgence est placé bien en vue à l'avant du bâtiment pour en faciliter l'accès. Les services avec lesquels nous interagissons habituellement, tels que l'unité de soins intensifs, l'unité de soins aux patients en phase critique, le laboratoire de cathérétisme et l'imagerie diagnostique, sont tous situés à proximité immédiate afin de permettre un accès rapide à nos patients et de leur offrir de bons soins. Nous avons également veillé à ce que les services de restauration, tels que les cafétérias, soient facilement accessibles, afin que le patient puisse bénéficier de soins et d'un séjour confortable, et qu'il ait accès aux choses importantes, comme une pause café ou une collation. Le service des urgences peut être un endroit très chaotique et bondé. Ce que nous avons fait, c'est de nous assurer qu'il y ait des zones de traitement désignées pour une population spécialisée, telle que notre population pédiatrique, les patients ayant des besoins en matière de santé mentale, ainsi que les patients moins gravement blessés ou souffrant de maladies critiques mineures au sein du département. Merci, c'était la Dr Ninkovic, chef des services d'urgence. On en a parlé un peu plus tôt de l'importance de créer un environnement approprié, et optimal pour les soins et la guérison, mais aussi un environnement optimal avec de la lumière naturelle. Aux yeux de la communauté, il s'agit d'un élément important à tenir compte. Maintenant, je me tourne à toi, Steve. Quelles mesures sont prises pour créer un environnement chaleureux et propice à la guérison partout dans l'hôpital afin d'offrir une expérience positive, tant pour les patients que pour les visiteurs? Merci, Paul. L'expérience des patients et des visiteurs commencera dès leur arrivée grâce à un stationnement accessible et des entrées couvertes pour améliorer l'accès du bâtiment. Dès qu'ils entreront dans l'hôpital, ils seront accueillis par un hall lumineux et des bénévoles souriants qui pourront les aider à s'orienter. La lumière naturelle occupera une place importante dans l'hôpital. Chaque chambre sera dotée d'une fenêtre et nous faisons tout en notre pouvoir pour qu'il y ait le plus de lumière possible au centre du bâtiment en disposant les courses d'intérieur de façon stratégique. Il y aura aussi plusieurs espaces de guérison pour les visiteurs, les patients et le personnel. Nous travaillons en étroite collaboration avec les groupes d'utilisateurs afin d'offrir des aires consacrées aux soins spirituels et à la réflexion silencieuse, des espaces de guérison adaptés à la
culture autochtone et des courses extérieures pour favoriser une ambiance détendue propice à la guérison. Dans les zones cliniques, nous comptons ajouter des salons familiaux avec des douches et des cuisinettes accessibles 24 heures sur 24 pour soutenir les familles. Chaque chambre aura aussi un espace pour les familles. Durant la phase de planification, nous avons reçu beaucoup de commentaires concernant la connectivité. Les patients et les visiteurs veulent être en mesure de charger leurs appareils, d'avoir un signal sans fil filable et de rester en contact avec le monde extérieur pendant leur séjour à l'hôpital. Ce sont donc des points importants sur lesquels nous nous penchons. La création d'un environnement chaleureux et propice à la guérison est au cœur de plusieurs décisions de planification et c'est ce qui continue de guider la conception de l'hôpital. Merci beaucoup, Steve. Maintenant, nous passons à une présentation du Dr Wassim Saad. Il est le chef du personnel de l'hôpital régional de Windsor et il affirme que le nouvel hôpital changera la donne pour la région de Windsor-Essex en ce qui a trait à l'éducation et à la recherche dans la région. Écoutons-le. Hi, I'm Dr. Wassim Saad. Bonjour, je suis le Dr Wassim Saad. Je suis le chef du personnel et le vice-président des affaires médicales de l'hôpital régional de Windsor. L'hôpital régional de Windsor est le 7e plus grand hôpital universitaire communautaire de l'Ontario. Nous avons donc travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires communautaires, avec l'Université de Windsor, avec le Collège Saint-Clair et bien sûr avec l'École de médecine et de dentisterie Schulich, d'où proviennent la plupart de nos étudiants et résidents. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec eux tout au long du processus de planification, afin de nous assurer que leurs besoins et leurs souhaits soient satisfaits. Le nouvel hôpital va créer un espace accueillant pour les étudiants et les résidents, et cela se fera par le biais d'une variété de possibilités ou d'options différentes. Nous aurons un auditorium qui pourra accueillir jusqu'à 250 personnes. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce que nous appelons notre laboratoire de simulation, où vous pouvez avoir une formation pratique sans avoir à traiter directement avec les patients. Nous savons que la création d'un environnement d'apprentissage avec le laboratoire de simulation améliorera réellement l'apprentissage et constituera un moteur de recrutement, non seulement pour les personnes qui exercent déjà, mais aussi pour les apprenants et les résidents qui veulent ouvrir un cabinet et entamer une carrière professionnelle, car ils savent qu'ils recevront la meilleure formation possible dans cet environnement de simulation. En plus des espaces et de l'environnement d'apprentissage que nous aurons sur le campus lui-même, nous travaillons en collaboration avec l'Université de Windsor pour créer un parc d'innovation en matière de santé. Donc, nous explorons toutes les options que nous avons. Je peux à peine imaginer l'impact que le développement de l'éducation et de la recherche dans notre hôpital va avoir sur la capacité à recruter de nouveaux talents dans notre communauté. Merci, Dr Saad. Steve, plus de 4100 employés professionnels de la santé travaillent ici à l'hôpital régional de Windsor. Quelles mesures sont prises pour créer un lieu de travail sain et inclusif dans le nouvel hôpital? C'est une bonne question, Paul. Merci. Les membres du personnel passent beaucoup de temps à l'hôpital. Il est donc important de rendre leur travail le plus agréable possible. Au nouveau hôpital, tous les employés pourront se stationner sur place. Ils n'auront plus besoin de stationner à quelques coins de rue et de prendre la navette pour se rendre au travail. Il y aura des vestiaires à des endroits stratégiques dans les zones cliniques pour permettre aux employés de ranger leurs effets personnels en toute sécurité, ainsi que des salles du personnel pour des pauses dans le camp. On nous a aussi parlé de l'importance de créer des espaces d'apprentissage désignés.
Beaucoup d'étudiants sont formés à l'hôpital et ils ont besoin de leur propre vestiaire et salle de réunion afin d'éviter toute interférence avec le personnel de l'unité. Le personnel professionnel aura accès à des installations similaires, notamment une zone de détente et des chambres de garde de nuit situées dans des zones cliniques clés, en plus d'un bloc de chambre centrale. Nous avons longuement réfléchi à l'emplacement des salles de garde, car nous voulions nous assurer qu'elles soient situées loin des couloirs principaux, afin d'offrir à notre personnel professionnel un endroit calme et sécuritaire. Le personnel et les étudiants auront également accès à des espaces éducatifs, comme une bibliothèque de réseau sur la santé et un laboratoire de stimulation où ils pourront apprendre et mettre en pratique des techniques dans des scénarios réalistes. De plus, le nouvel hôpital offrira beaucoup plus de choix de vente au détail, entre autres en matière de repas. Nous comptons ajouter une terrasse extérieure à l'aire de restauration et offrir aux membres du personnel d'autres cours privés pour leur pause. Voilà quelques-uns des éléments de conception visant à créer un environnement sain et positif pour le personnel. Merci, Paul. Merci. C'est moi qui te remercie, Steve. Maintenant, on est prêt à passer à la période de questions. Fait que nous allons jeter un coup d'œil aux questions qui ont été posées par le public. Et puis, nous vous rappelons toujours, vous pouvez toujours écrire vos questions concernant les plans que vous avez vus ce soir et les prochaines étapes dans la section de questions et réponses au bas de votre écran. Je vais prendre quelques minutes pour jeter un coup d'œil sur les questions, mais je vais commencer avec une première question que je vais diriger vers toi, Dan. Et puis, c'est une qui nous a été posée, qu'on a vue dans différents documents. L'hôpital est situé juste au sud de l'aéroport international de Windsor. Qu'est-ce qui est prévu pour essayer d'atténuer les bruits que l'on pourrait entendre des avions qui décollent ou atterrissent à l'aéroport? Merci pour la question. Elle est vraiment justifiée. Dans notre équipe, on a des acousticiens, des spécialistes qui vont réviser le design et les spécifications qu'on va concevoir pour s'assurer que l'environnement intérieur est protégé par des contre les bruits extérieurs. Parmi ces stratégies, on pense qu'on va avoir des fenêtres avec 3 couches de glace, non seulement pour des raisons acoustiques, mais aussi pour des raisons d'économie d'énergie. Donc, on y pense et on mesure l'état des lieux et on va adresser tout ça pendant le développement du projet. Merci, Dan. Je jette un coup d'œil sur les questions que nous avons reçues. Il y en a une de Christine ici. Pourriez-vous me dire où se trouvent les routes pour les transports publics? Je pense que ça, il y a 2 éléments à cette question. Il y a le premier élément que toi, tu peux peut-être répondre, Dan, au sujet du plan que tu nous as présenté. Fait que je vais te laisser la parole pour ensuite aller à Nicole. D'accord. Est-ce que je peux partager encore une fois les plans? Oui, allez-y. Voilà. Bon, je vais aller. Voilà, c'est le plan ici. Ça fait, on va... Oh, pardon. Donc, nous avons l'intention de proposer à la ville d'amener des transports publics sur le site. Donc, pour le moment, on indique 2 arrêts de bus, un en face de l'entrée des services oncologiques et l'autre tout près de l'entrée principale.
Donc, on a cette intention. Maintenant, on travaille avec la ville, voir comment ça peut se concrétiser et quelles lignes seront disponibles de s'arrêter ici. Donc, ce n'est pas seulement des stations, des arrêts au long de la route, mais on propose qu'elle entre vraiment à l'intérieur. Donc, sur le terrain même de l'hôpital. Tout à fait. Donc, tout à fait. OK. Mais je pense que encore, on doit oui, noter... Nicole, oui. vas-y. Oui, vas-y. Oui, je voulais te laisser la parole, c'est certain. Je m'excuse, C'est plus Paul. complexe que seulement des accès au site. Mais vas-y. Je voulais juste commenter parce que la ville de Windsor promet des services, mais on ne sait pas maintenant quelle sorte de service et le fréquencer de ces services. Donc, c'est la ville de Windsor qui va déterminer les services en collaboration avec l'hôpital sur le plan physique, mais les services elles-mêmes vont être la responsabilité aux villes. Oui. OK. Merci, Nicole. Merci, Dan aussi. Stéphane nous pose une autre question, puis on a une partie de réponse dans la section questions et réponses, mais je pense qu'elle est importante aussi de la rappeler à toutes les personnes qui participent en ligne et celles et ceux qui écouteront l'enregistrement demain et après-demain et dans les semaines et mois à venir. Est-ce que l'ensemble des spécialistes médicaux actuellement disponibles à l'hôpital central de London seront également disponibles dans le futur au sein de l'hôpital régional de Windsor? Puis je pense, toi, Steve, je vais te laisser la réponse. C'est toi qui as ajouté des éléments de réponse. Donc, je vais te laisser la parole si tu veux bien. C'était la deuxième question que nous avions reçue ce soir, là, dans les questions répondues. Pardon, je dis deuxième, c'est plutôt la quatrième. C'est la question de Stéphane. Stéphane, oui, c'est ça. Oui, je m'excuse, Paul. Oui, excuse-moi. Je n'ai pas été assez précis, excuse-moi. Je m'excuse. OK. Bien, je cherchais pour la question. Je l'ai avant de moi, Steve, si tu veux que je le prenne. Oui, Nicole, s'il vous plaît. OK. La question était, est-ce qu'on va avoir plusieurs de services qu'on n'a pas maintenant? On ne peut pas dire dans la future quel autre service qu'on va avoir ici à Windsor. Même après l'ouverture de la nouvelle hôpital, on peut arriver à des cas qu'on va avoir, on doit avoir les patients va être service à l'extérieur de la ville, mais aussi on travaille toujours avec le gouvernement pour faire des plans pour en gros pour expand nos services et peut-être on va avoir des services ajoutés, mais on ne peut pas à ce moment dire quel service, mais il va avoir des services qui vont être plus qu'on a maintenant. Donc, ce que nous avons accès, puis l'appui qu'on a de nos partenaires comme ceux à London, ils seront toujours là, mais l'avenir nous réserve quoi? On ne sait pas trop, mais avec l'expansion démographique de la région et autres, peut-être qu'on aura d'autres services. C'est toujours appuyé étroitement avec le ministère de la Santé. Joseph nous parle d'une question, puis je vais vous la lire telle quelle. Et puis, je pense que toi, Nicole, tu y avais mentionné, tu avais donné l'élément de réponse. Est-ce que le bloc de médecine nucléaire, par exemple, tomographie, IRM, etc., serait facile d'accès pour les personnes qui se présentent à l'hôpital sans avoir... En autre mot, sa question touche toute l'idée de la signalisation dans l'hôpital, puis pour aider à diriger les parents vers les bons services et les bons endroits de l'hôpital. Puis je pense que tu en avais parlé d'un système d'orientation détaillé. Fait que je te laisse la parole.
Excusez-moi. Oui, oui. Ah, OK, oui, excuse-moi, j'ai Nicole. manqué de qui tu parlais. Ah, excuse-moi. Oui, le plan est d'avoir un système d'orientation détaillé. Et aussi, comme on dit dans la présentation, on va essayer à mettre des services qui vont ensemble. On va les mettre proches des uns des autres pour qu'on peut Minimiser, oui. Oui, minimiser Oui. le distance que les patients doivent traverser quand ils viennent à l'hôpital. Okay. Aussi, il y avait une autre question qu'on n'a pas encore touchée, là. C'était à propos des services français. Je pense que ça va avec cette question-là. Cette nouvelle hôpital nous donne une opportunité pour améliorer la signalisation en français et pour tout avec une signalisation et les directions claires en français aussi. Mais nous continuerons à tenir la communauté française informée de la planification tout au long de le projet avec les documents sur la progression du projet. Et je pense que ce soir, c'est une belle opportunité de parler avec la communauté française directement. Et je suis vraiment passionnée de parler avec les personnes françaises. Et je pense que Paul et Steve et moi, on est sur le comité des langues françaises et on travaille toujours pour améliorer les services maintenant. Puis aussi, je pense que c'est une bonne opportunité dans la nouvelle hôpital pour avoir le meilleur service en français. Oui, merci. J'ai une autre belle question ici, là, puis je ne sais pas si ça va être Nicole ou Steve ou qui va. On parle beaucoup, c'est Patricia qui nous demande qu'est-ce qui arrivera à la maison Ronald McDonald? Parce que, comme vous savez, nous avons une maison Ronald McDonald dans un des campus de l'hôpital régional de Windsor, au campus métropolitain. Mais qu'est-ce qui va arriver à cette maison dans le nouvel hôpital? Oui, je peux encore donner mon... Je juste trouve... Est-ce que tu te souviens qui a demandé cette question? Oui, ça venait de Patricia. OK, merci. Et puis, oui, c'est ça, de Patricia. Oui. Oui, la maison Ronald McDonald est un partenaire important pour l'hôpital et l'œuvre des maisons Ronald McDonald a été impliquée tout au long du processus de planification et le service est prévu à être côté du NICU. On a entendu de Dr. Augustine et c'est un bon partenaire pour la maison de Ronald McDonald. Donc, c'est dans la planification, mais aussi on veut dire qu'il y a toujours des opportunités pour les plans pour changer, mais maintenant, c'est dans les plans pour le futur. OK. Merci beaucoup, Nicole. Je vois aussi que Jacques avait une question au sujet des services en français et puis du personnel. Est-ce que l'hôpital a un plan proactif pour embaucher du personnel bilingue afin d'offrir des services de santé ponctuels en français? Et je pense, Steve, tu as touché dans la réponse que si tu veux, je la vois, je peux peut-être la reprendre. Nous voulons toujours embaucher plus de personnel bilingue. Nous embauchons pour tous les postes et nous savons que les candidats pour ces postes qui parlent français sont très en demande partout en Ontario. Donc, on est en compétition avec tous les autres centres hospitaliers de la province. Vraiment, Paul, il y a beaucoup des hôpitaux qui... oui. Il y a beaucoup de demandes pour les employés qui sont bilingues. Et c'est très important pour notre hôpital et les efforts continuent. OK.
Je pense que, je ne sais pas, là, mes collègues, s'il vous plaît, guidez-moi, là. Je pense qu'on a trouvé. Oui, oui, Nicole, je vois J'ai peut-être une d'autres autre question que je veux faire adresser, OK. adresser. Christine Brooks demande une question. Est-ce que tu peux le lire, Paul? Laisse-moi voir, là, je vais essayer de la retrouver rapidement. C'est dans les questions qu'on n'a pas fait réponse. OK. Oui, OK. Je trouve que les tâches pour la maternité nouveau-né est particulièrement bien conçue. Félicitations à toute l'équipe et au groupe d'utilisateurs qui ont travaillé si fort pour ça. Merci, Christine. Serait-il possible ou souhaitable d'imiter quelque peu ce modèle pour le service de chirurgie et les services de soins critiques pour minimiser les déplacements nécessaires, éventuellement les déplacements nécessaires des patients? Merci de votre commentaire. Donc, Nicole, je te laisse cette question. Vas-y. Oui, ça c'est mon spécialité moi-même. Donc, j'étais vraiment actif dans les planifications des soins intensifs. Et on a fait une priorité numéro 1 d'être proche de les salles de services de chirurgie et les services de soins critiques sont tous à côté eux-mêmes sur la même planche. Et c'était vraiment important pour nous parce que des fois, il y a des patients vraiment critiques qu'on doit amener aux chirurgies. Et ça, c'est le transfert des patients dans une condition critique comme ça. C'est le plus dangereux chose qu'on peut faire. Donc, on doit minimiser cet transport. Donc, ça, c'était une priorité. OK. Merci, Nicole. J'ai passé en revue la section des questions et réponses, puis j'invite mes collègues à en faire autant. Je pense qu'on a touché à peu près tout, même celles qui ont été répondues directement dans la section et peut-être à quelques-unes de plus. Mais j'aimerais vous rappeler, chers amis, chers collègues de la communauté de langue française de Windsor-Essex, vous pouvez à tout moment, en vous rendant sur le site de l'hôpital, windsorhospitals.ca, y accéder et puis poser vos questions. Et puis, nous allons prendre le temps de passer en revue toutes les questions, commentaires reçus jusqu'à maintenant. Puis, si par hasard, on avait échappé ou manqué une question, on va essayer de la reprendre et d'y répondre dans la mesure du possible et le plus rapidement possible. Mais avant de conclure cette conversation ce soir, j'aimerais examiner avec vous les prochaines étapes. Une fois les plans achevés et soumis au ministère de la Santé, l'équipe de planification se penchera sur la procédure d'appel d'offres afin de sélectionner une entreprise chargée de la conception et de la construction de l'hôpital. La procédure d'appel d'offres devrait débuter en 2025. Le soumissionnaire retenu sera en place et la première pelletée de terre aura lieu en 2026. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir. Même après cette première pelletée de terre, une construction de cette envergure prend plusieurs années, des fois 4 à 5 ans. Donc, ça vous donne une idée là, de la date possible de l'ouverture du nouveau centre hospitalier. Mais nous vous tiendrons informés tout au long du processus. J'aimerais prendre cette occasion pour dire merci à vous toutes et tous de vous être joints à nous ce soir. Merci à nos invités. Puis, je vais essayer de ne pas oublier personne. Le Dr. Andrew Petrakos, Nicole Kirivionic, Allison Johnson, Steve Irwin, Dan Montano, Jeff Gemmel, et puis à toutes les personnes qui se sont présentées ce soir et qui ont posé des questions. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont transmis des commentaires, des suggestions, des idées depuis tout début de ce projet. Merci à nos élus aussi, dont le leadership nous a menés jusqu'ici maintenant et on a besoin de ce leadership encore pour faire avancer ce projet jusqu'à sa complétion.
Merci à tous les membres des groupes d'utilisateurs et à tous les partenaires de l'hôpital qui participent à la conception et à la réalisation de ce beau projet. Ensemble, nous bâtissons. C'est la devise de mobilisation de ce projet qui est un véritable effort collectif. Votre opinion est une partie importante et intégrante de la vision et des principes de conception de ce projet. Cette vision a guidé l'équipe de conception à travers cette étape importante que nous complétons tranquillement et elle continuera à nous guider alors que le projet évolue. Pour en savoir plus sur ce projet, nous vous invitons encore une fois à visiter le site du www.windsorhospitals.ca et à y déposer vos questions. Inscrivez-vous aussi. Vous aurez l'occasion de retrouver sur ce site, d'une part, de plus amples renseignements sur le projet et en vous inscrivant à la liste de diffusion, recevoir des courriels sur les dernières nouvelles. Sur ce, chers amis, bonne soirée à vous toutes et tous.